Bienvenue dans ce nouveau décryptage du mois qui porte aujourd'hui sur les aides de l'ADEME pour la filière plastique, plasturgie. Donc, nos deux référents de l'ADEME, Lilian Genet et Antoine Varret, vont donc vous présenter les différents dispositifs et nous pourrons échanger suite à leur présentation. Donc, pour le côté pratique, ce que l'on vous propose, c'est de poser vos questions dans l'onglet Q&R, pas dans l'onglet discussion, dans l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Et donc, je reprendrai les questions dans l'ordre à la fin de la présentation. Et voilà, nous y répondrons donc plutôt à la fin qu'au fur et à mesure. Ce webinaire sera enregistré, donc on le mettra en ligne avec le support de présentation aussi sur notre site. Vous recevrez un petit mail suite au webinaire pour vous indiquer les liens. Voilà, je vous souhaite un bon décryptage et je laisse la parole à Lilian Genet. Bonjour à toutes et à tous, Lilian Genet, donc je suis chargé de mission sur le pôle économie circulaire de la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de l'ADEME, plus particulièrement en charge de la filière plastique et plasturgie, et donc sur les dossiers notamment Orplast Incorporation et Orplast Régénération. On va commencer ce webinaire par un petit rappel sur les conditions d'octroi des aides de l'ADEME, notamment sur le fait que les entreprises doivent être en règle de leurs obligations fiscales, sociales et environnementale, bien sûr sur l'incitativité de l'aide, donc surtout ne pas déposer un dossier avant que ce dernier ait été démarré, ou alors faire en sorte que l'aide que vous demandez ait un caractère incitatif pour permettre de faire le projet au sein de l'entreprise. Un autre rappel également, c'est sur le fait que l'ADEME accompagne financièrement les entreprises pour aller plus loin que ce qu'impose la réglementation. En aucun cas, on aide les choses qui sont réglementaires. Et on a, pour la plupart des dossiers, on a besoin de déterminer la plus-value environnementale ou alors se baser sur se déterminer la solution de référence, le scénario contrefactuel, donc ce que vous auriez fait sans forcément aller au-delà de ce qu'impose le projet que vous êtes en train de mener. Quelques chiffres sur la filière plastique en France, donc c'est des chiffres 2017. Un peu plus de 5 millions de tonnes de résine ont été transformées cette année-là pour une production de déchets d'un peu plus de 3,4 millions de tonnes. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est sur les déchets régénérés et à nouveau incorporés dans le cycle de production. Ça va être vraiment la volonté de Orplast Incorporation. En 2017, c'est un peu plus de 300 000 tonnes de déchets et de matières plastiques recyclées qui ont été réincorporées dans les process de fabrication. Donc, à peu près 6% de la production de plastique et à peu près 9% des déchets plastiques. Donc, il y a un grand objectif à mener pour faire en sorte qu'il y ait effectivement plus de matières plastiques à recycler pour permettre effectivement la réincorporation de ces matières plastiques dans les process industriels. Donc, les soutiens de l'ADEME donc via le dispositif Orplast. Orplast, c'est une volonté effectivement du ministère de mettre en place ce dispositif et qu'il soit vraiment reconnu par la profession et la filière. Il se décline en deux dispositifs séparés pour Orplast Incorporation et Orplast Régénération que je vais détailler un peu plus à partir de maintenant. Sur le dispositif Orplast, donc on est sur la 3e édition du dispositif puisqu'il y avait eu deux éditions précédentes en 2016 et 2018, avec les nouveautés qui sont que le dispositif est ouvert aux grandes entreprises. On peut permettre aussi la réincorporation des chutes et rebuts internes qui n'étaient pas possibles dans les éditions précédentes. Il y a une éligibilité aussi des élastomères dans le cadre de ce dispositif. Et il y a la possibilité de financer les régénérateurs ou les recycleurs de matières plastiques recyclées. Donc, on le détaillera un peu plus tard, ce dispositif. Donc, en gros, toutes les entreprises utilisatrices de matières plastiques peuvent être accompagnées dans le cadre du dispositif Orplast, notamment les entreprises qui aujourd'hui n'utilisent pas de matières plastiques recyclées dans leur process industriel. Donc là, on va
pouvoir les aider. Je vous préciserai dans la slide suivante les différentes manières, les différents axes pour lesquels on peut les accompagner, et les entreprises qui sont déjà utilisatrices de ces MPR et qui ont la volonté d'augmenter la part de MPR dans leurs produits, dans leurs process. Et donc là, on va pouvoir aussi les accompagner sur ces parties-là, donc sur l'investissement d'équipements spécifiques que je vais détailler un peu plus tard, à partir de maintenant. Sur l'axe 1, donc du dispositif Orplast Incorporation, on va être surtout sur un dispositif pour aider les diagnostics et les études de faisabilité. Pour permettre l'expérimentation à l'intégration de MPR, ou aussi pour bien sûr vous accompagner sur les augmentations d'utilisation de matières plastiques recyclées. Donc c'est tous les tests qui pourront être réalisés dans le cadre des procédés industriels. Et l'expérimentation, bien sûr, sur l'augmentation du taux de MPR. Jusque-là, par exemple, si aujourd'hui vous utilisez 15% de MPR et vous souhaitez monter à 15, à 50 ou 70%, par exemple, on pourra vous accompagner les entreprises aussi pour mener à bien ces projets. Donc sur cet axe études, donc y compris les temps internes peuvent être éligibles, si vous avez du personnel qui souhaite qui va travailler pour expérimenter ces projets. On pourra bien sûr vous accompagner les entreprises sur ces points-là. Et si vous avez des diagnostics ou des études de faisabilité à mener sur des études de recyclabilité par exemple, on pourra aussi les prendre en charge. Donc à hauteur de entre 50 et 70%. L'axe 2, lui, il est plutôt dédié en fait à une aide sur les investissements. Les investissements donc pour tous les équipements qui seront nécessaires pour permettre l'incorporation de matières plastiques recyclées, que ce soit sur des lignes existantes ou dans le cadre de création de nouvelles lignes. Là, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais je pense que vous aurez des questions par rapport à ça et on y répondra plus tard. En gros, les aides, on va déterminer une assiette éligible donc à la subvention, et l'aide sera comprise entre 35 et 55% en fonction de la taille de l'entreprise. Donc voilà, une grande entreprise, elle sera un peu moins aidée qu'une petite entreprise selon la classification européenne de la taille des entreprises. Sur comment monter et soumettre votre projet, donc on a mis en place une animation régionale avec la filière de la plasturgie, notamment avec Polivia et IPC, pour accompagner les entreprises sur l'incorporation des matières plastiques recyclées. Donc, dans un premier temps, il y aura un diagnostic qui va être réalisé par Via Industrie, et ensuite un accompagnement beaucoup plus poussé pour vérifier la faisabilité aussi la faisabilité technique des projets avec IPC. Ensuite, une fois que vous aurez mené cette étape-là, on prendra un temps d'échange, on organisera un échange de pré-dépôt du dossier donc avec l'ADEME, donc avec soit moi ou Antoine Varret, donc qui prendra la suite après. Donc sur le dispositif Orplast, il reste 3 échéances donc pour répondre et déposer des dossiers. Donc la prochaine échéance, c'est le 1er décembre. Ensuite, on aura une autre échéance au 1er avril, et ensuite une dernière échéance au 15 septembre 2022. Voilà, donc ce sera vraiment pour finaliser et vous permettre de déposer les dossiers. Donc sur le lien qu'on a mis là, la plateforme Agir pour la transition. Donc il y aura plusieurs données administratives qu'il faudra renseigner et compléter dans cette plateforme, plus 3 documents, différents documents à renseigner, donc un volet technique pour préciser concrètement ce que va être le projet, quels seront les équipements qui vont être nécessaires pour permettre l'incorporation des matières plastiques recyclées, un volet financier plus une fiche d'attestation financière du projet et une fiche projet, donc avec différents renseignements sur les résines, sur les tonnages des matières vierges, recyclées ou chute interne, et une fiche incitativité de l'aide. Donc voilà pour le dispositif Orplast Incorporation.
Sur le dispositif Orplast Régénération, donc ce sera surtout un soutien aux entreprises qui ont une activité de recyclage des déchets. Donc là, une activité de recyclage des déchets plastiques, sachant que la priorité, une des priorités de ce dispositif-là, donc vous voyez les liens un peu plus bas, sont notamment le plastique, donc via les crédits France Relance. On peut accompagner les entreprises sur un financement d'études préalables, donc à la mise en place d'investissements de recyclage pour savoir concrètement ce qu'il faudrait pouvoir mettre en œuvre pour traiter les diverses matières plastiques. Donc là, avec une aide toujours pareil sur les études d'aide à la décision entre 50 et 70%. Et ensuite, une aide au financement des investissements. Donc une aide entre 35 et 55% de l'assiette éligible. Donc là, c'est là où on va être aussi obligé de déterminer une solution de référence pour permettre de déterminer quel sera le montant d'aide. Pareil que pour le dispositif hors place d'incorporation, un contact avec l'ADEME est indispensable pour cadrer le projet d'un point de vue technique et aussi d'un point de vue financier, pour vous accompagner au mieux en fonction des besoins et des investissements que vous allez consentir. Je passe la parole à Antoine qui va dérouler un autre dispositif. Merci Lilian. Du coup, je vais me présenter aussi brièvement. Antoine Auré, je suis en mission économie circulaire à l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Et les thématiques que je suis sont donc le réemploi, tout ce qui concerne aussi les emballages, l'éco-conception, et j'accompagne aussi Lilian sur leur place, sur la plasturgie. Donc moi, du coup, je vais commencer par le dispositif substitution des emballages et des contenants, notamment en plastique à usage unique. Tu peux passer à la suite slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc pour ce dispositif, on est sur la lignée de la loi AGEC et Galim, donc, qui a pour finalité en 2040 à la fin la production et l'usage de plastique à usage unique. Donc j'ai précisé ici les échéances réglementaires qui arrivent dans les années prochaines. On va les balayer assez vite. On pourra revenir dessus si besoin. Donc on a les fruits et légumes. Donc à partir du 1er janvier, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes est tenu d'exposer sans conditionnement plastique, enfin plus de plastique que ce soit un petit peu ou pas, enfin c'est composé toute ou partie de plastique, c'est plus le cas sauf pour tout ce qui va être fruits et légumes en lot, donc de 1,5 kg ou plus, et quelques fruits et légumes qui sont susceptibles d'être détériorés. Et donc ça, la liste sera diffusée par décret qui est encore en rédaction, qui va arriver d'ici mi-octobre, fin octobre, début novembre. Donc ça, c'est pour les fruits et légumes, la livraison à domicile. Il faut remplacer donc tout ce qui est gobelet, couvert, assiette, etc. par des contenants, des emballages réemployables et avec un système de collecte. Et les heures de presse, donc tout ce qui est mis sous pli, emballage plastique, ça aussi, ce sera à partir du 1er janvier 2022, la réglementation passera et donc il faudra changer tout ce type d'emballage. En 2023, donc on a une obligation pour la restauration collective de servir repas et boissons dans des contenants et emballages et récipients réemployables également. Et la même chose se déclinera aussi dans la restauration collective des établissements scolaires et de santé, donc universitaires, EHPAD, services de pédiatrie, etc. pour 2025. Et 2025, c'est aussi également les contenants, tout ce qui va concerner la cuisine, donc contenants alimentaires, de cuisson, de la réchauffe, le service, etc. etc. Donc là, c'est pour les 3 prochaines échéances qui arrivent. Donc comme l'a précisé tout à l'heure Lilian, je refais un point dessus quand même, c'est qu'on ne peut pas aider au-delà de ces dates. Donc si un projet doit s'engager, il faut forcément que le projet soit déposé, engagé avant cette date d'échéance réglementaire pour qu'on puisse, en tant qu'ADEME, vous aider. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc on a 3 typologies de projets dans ce dispositif. On a la substitution, le réemploi et la réduction. Je vous ai mis des exemples assez triviaux pour expliciter un peu tout ça. On va juste revenir rapidement sur ce qu'on entend par substitution et les autres. Donc, on est sur des emballages plastiques à usage unique qu'on substitue du coup par un autre matériau recyclable. On verra ce qu'on entend par recyclable derrière, c'est lié au barème des tarifs Citeo sur les emballages ménagers. Donc, ça, c'est pour la substitution. Le réemploi, c'est tout emballage à usage unique, pas forcément plastique, par un autre matériau réemployable et recyclable.
Et la réduction, c'est un allègement poids et volume d'un emballage ou la suppression d'une partie de cet emballage au total. Si on est sur un projet zéro emballage, on vous orientera plutôt sur un dispositif d'éco-conception pour repenser finalement la solution en elle-même. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, quels sont les acteurs ciblés sur ce dispositif? On a les entreprises dont les conditionneurs et les acteurs de la restauration, donc comme j'ai dit tout à l'heure, livraison collective à emporter, etc. Les collectivités qui ont une responsabilité d'activité de restauration et les associations ayant une activité économique. Donc, tous ces acteurs peuvent bénéficier de trois types d'aides différentes. On a donc, tout ce qui concerne le dispositif tremplin. Je pense que c'est un dispositif qui est dédié aux PME. Si besoin de revenir sur ces conditions, on pourra leur faire pendant les questions. Donc, il y a 2 actions éligibles via tremplin pour la substitution. C'est le diagnostic emballage qui permet à une entreprise de faire un état des lieux de son gisement d'emballage et de ses fonctionnalités. Et suite à ça, on fait une identification d'actions d'éco-conception qu'on pourrait mettre envisageables pour déployer ensuite un plan d'action 3R, donc réduction, réemploi et recyclage. Et pour la restauration, il y a également une ligne un peu d'investissement où c'est possible d'être aidé pour l'acquisition d'emballages réemployables. Ensuite, on a le volet études, donc il reprend tout ce qui va être des études de faisabilité, des diagnostics, que ce soit sur un emballage, voir si on ne peut pas réduire un petit peu, supprimer quelque chose, des choses assez classiques finalement. Des expérimentations, que ce soit sur une organisation innovante, une approche territoriale, c'est des choses qui peuvent être accompagnées également. Et enfin, suite à ces études et basées sur ça, on peut envisager un déploiement industriel, donc via des investissements. L'investissement, il y a des choses, ça va de l'adaptation d'une ligne pour passer sur du réemploi, des outils de tri, de lavage, de contrôle. Donc ça, l'éligibilité, c'est à voir. Il y a une liste assez importante et on peut en reparler ensuite. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur une condition importante d'éligibilité sur ce dispositif, c'est la recyclabilité de l'emballage. Voilà, on ne va pas aller financer un emballage si on n'est pas certain que derrière, il y a une filière qui existe. Donc, on se base sur le barème de Citeo sur le malus ou non. Donc, si un matériau n'a pas de malus, on considère qu'il est recyclable, donc on peut l'envisager dans la substitution. S'il ne rentre pas dans ce cadre-là, c'est au porteur de projet de justifier qu'il y a une filière qui existe, qui est en cours de développement et qui s'est rapprochée cette dernière, qu'il y a une collecte, un tri, une technologie de recyclage, quelque chose qui existe pour justifier que son produit derrière, son emballage plutôt, sera collecté et recyclé. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Super. Donc là, c'était sur la substitution. Maintenant, je vais vous parler du pack éco-conception de l'ADEME. Tu peux y aller. Donc, on ne va pas forcément approfondir très très longtemps parce qu'on a fait déjà un webinaire, un décryptage du mode dédié à l'éco-conception. Je vous invite, si besoin, à aller le revoir en replay sur notre site ADEME Bourgogne-Franche-Comté. Je vais juste réintroduire très très brièvement la notion d'éco-conception pour être sûr que tout le monde soit à peu près au point. Donc, c'est une définition normée, c'est une méthode qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception et de développement, avec un but de réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Il faut retenir que c'est une méthode multi-étapes et multi-critères. Multi-étapes qui va donc de l'extraction de matières premières, ressources, etc., à fabrication, transport, usage, fin de vie. Les multi-critères, on a beaucoup souvent le bilan carbone avec le GES, mais là, on a un panel bien plus large. On s'intéresse à la biodiversité, à l'eutrophisation de l'eau, la consommation de ressources, l'écotoxicité, etc. Et donc, on a cette dimension multi-étapes, multi-critères pour, si on prend l'exemple là d'un emballage plastique et qu'on veut le passer sur un emballage carton, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de transfert d'impact d'une étape à l'autre, d'un critère à l'autre. Donc, ça permet un peu d'avoir cette évaluation qui permet de pondérer un peu tout ça. Et derrière tout ça, c'est une histoire de compromis. On ne va pas chercher à faire des produits éco-conçus avec une performance incroyable si derrière, la fonctionnalité ne répond plus aux besoins et si ce produit n'est pas vendu. On ne va pas produire quelque chose qui va finir en déchet, même si c'est un produit avec une performance environnementale très très haute. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Qu'est-ce qu'on entend derrière la démarche entièrement? Donc, on a plusieurs phases. Une première phase qui permet d'avoir ce socle un peu où on va aller. Donc,
se rapproche de l'entreprise, on identifie les enjeux, le marché, pourquoi l'entreprise veut s'engager dans cette démarche, quelles sont les ressources d'entreprise humaines, quelles sont les équipes qui sont intégrées, qui pourraient être référentes sur cette thématique. Ensuite, on se positionne sur un choix d'un produit ou d'un service. Donc, on a comme ce socle. Ensuite, ça nous permet d'avoir une évaluation première sur une solution de référence sur où sont les critères à améliorer, les étapes où il y a des impacts très forts. Ensuite, donc, on a l'étape de recherche de solutions. On pondère selon la stratégie de l'entreprise vers lesquelles on doit y aller. On va ensuite comparer finalement, est-ce que cette solution est pertinente par rapport à la solution de départ. Puis, on peut envisager une mise sur le marché de ce produit éco-conçu, tout en valorisant la démarche via une communication environnementale normée ou non. On pourra revenir aussi sur ce qu'on entend derrière. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, on a 3 aides pour toi au niveau d'éco-conception. On fonctionne un peu en escalier finalement ici. Donc, le niveau 1 qui est aussi via les dispositifs tremplin, les premiers pas en éco-conception, qui permet finalement de toute cette étape de diagnostic de départ sur l'évaluation première, l'entreprise en elle-même, où sont les enjeux, qui sont les ressources, quelles sont les ressources plutôt en interne. Donc on a mené une action avec l'AER et le pôle éco-conception en Bourgogne-Franche-Comté pour faire monter en compétence des consultants de notre région pour être capable d'accompagner les entreprises, les porteurs de projets sur cette action de premier pas. Donc une fois cette première étape diagnostique, on peut mettre en œuvre vraiment la démarche, l'accompagnement total d'éco-conception. Donc ça, c'est la deuxième étape, la deuxième marche de l'escalier, j'avance, pour avoir toute cette recherche de pistes et finalement choisir une solution derrière pour ensuite aller dans des investissements pour adapter une ligne de production, pour prototyper un produit conçu, etc. On a des choses, tout dépendra finalement de ce que mettra en évidence les études. Et enfin, pour les projets de R&D, on a aussi un appel à projet qui est pour l'instant clôturé pour l'année 2021. L'ouverture pour l'année 2022 devrait arriver fin octobre, début novembre, mais il y aura un webinaire avec les informations. C'est un dispositif qui est plutôt suivi au national. Je peux passer à la suite, s'il te plaît. Donc là, c'est un schéma récapitulatif pour vraiment mettre en parallèle la démarche et les accompagnements de l'ADEME, pour vraiment montrer que l'ADEME est présente à chaque moment de la démarche. Elle peut vous accompagner, que ce soit sur des études d'investissement, sur la communication. L'idée est que de A à Z, on vous accompagne pour faire ça de manière cohérente, pertinente, et pour que ça fonctionne pour vous, tout en bénéficiant d'un appui technique et d'aide financière. Donc, vous avez aussi les portes d'entrée. Donc, ce que j'appelle porte d'entrée, c'est vers où vous vous orientez selon l'action que vous voulez mettre en place. Donc, on a tremplin plutôt pour tout ce qui va être labellisation et premier pas. Et ensuite, donc, on a un accélérateur à projet avec la région pour travailler sur le projet d'économie circulaire. On pourrait aussi en reparler si besoin en question-réponse, mais c'est une porte d'entrée pour nos dispositifs derrière classiques que je viens de montrer, des dispositifs éco-conception. Je vais passer à la suite, s'il te plaît. Donc, comment se lancer sur l'éco-conception en Bourgogne-Franche-Comté? Donc, on travaille avec l'AER sur une mission éco-innovée, donc avec deux chargés de mission en éco-conception. Je pense que Jason est peut-être là dans les participants, mais du coup, c'est un peu c'est notre relais sur le territoire sur l'éco-conception. Donc, c'est eux qui vont pouvoir bien vous encadrer, vous orienter vers les bureaux d'études capables de vous accompagner sur l'éco-conception pour monter un dossier ensuite pour la plateforme ADEME, pour vous orienter vers les bonnes cases et mener à bien votre projet d'éco-conception. Vous avez leur contact là, donc ils entendront s'il faut en premier pas ou en accélérateur à projet. Et dans tous les cas, vous retrouvez toutes nos aides sur la plateforme Agir, que ce soit pour hors place, ce que je viens de présenter, ce qu'elle vient de présenter, etc. Je peux passer à la suite. Donc, merci de votre attention. Et donc, là, on va pouvoir passer aux questions que vous avez pu avoir pendant cette présentation. Merci Antoine. Alors, pour l'instant, on a une question. Aujourd'hui, nous utilisons du polypropylène recyclable et recyclé. Peut-on utiliser un PET, par exemple, pour la livraison et ainsi assurer que cet emballage sera utilisé à 100%, le tout en réduisant considérablement le poids de plastique
car ce seront des barquettes PET de transport et non de remise en température. Donc, ça va passer d'une résine, j'ai plus une résine, le passage serait vers une résine PET, c'est ça? Donc, on serait Oui. sur de la. D'accord. Donc, sur la substitution, on est plutôt sur du plastique vers un autre matériau. Si on est plutôt ensuite là, si on est sur un projet d'allègement c'était ce que j'ai compris pour les volumes, donc ça pourrait rentrer dans le cadre de la réduction du dispositif emballage. C'est ça, c'est passé de polypro à PET. Pour ajouter quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur l'éco-conception, on a aussi un focus sur 3 secteurs, notamment l'agroalimentaire, et on a aussi on mène une action avec l'AER et Vitagora, donc un cluster agroalimentaire en Bourgogne-Franche-Comté, sur de la sensibilisation à l'éco-conception. Donc, il y a déjà eu quelques ateliers qui ont été effectués, un premier sur plutôt la réglementation et un second récemment sur l'éco-conception vraiment dédiée à l'agroalimentaire. Et on aura des autres qui vont arriver au cours de l'année. Vraiment sur une dimension éco-conception, feuille de route, comment on accompagne des produits. Et donc, il y a aussi cette notion d'emballage qui revient. Mais ça peut être aussi intéressant selon vos secteurs. Alors j'ai une question, mais dans la partie discussion, le remplacement des barquettes plastiques en alimentation collective par des bacs inox sera-t-il abordé plus tard dans la présentation? Alors les bacs inox, ils font partie ils font partie des matériels qu'on considère recyclables. Donc on peut passer sur des. Bon, du coup, j'imagine que les barquettes, oui, c'est du plastique alimentaire. Ça peut être une substitution qui rentre dans le cadre du dispositif. Éventuellement, juste une précision sur le dispositif hors place d'incorporation, notamment sur les nouvelles lignes, la création de nouvelles lignes. On va tenir compte du taux d'incorporation dans le cadre du taux d'incorporation de MPR dans le cadre du produit. Si on est sur un taux d'incorporation de 70% de MPR et donc de 30% de plastique vierge, pour déterminer l'assiette éligible, on va tenir compte de ce taux de 70%. Pour déterminer notre assiette éligible, et après on appliquera le taux de 35 à 55% en fonction de la taille de l'entreprise. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on clôture ce décryptage. De toute façon, vous avez la présentation va être mise en ligne sur le site. Vous avez tous les contacts et puis les liens utiles vers la plateforme Agir, et puis donc les contacts de Lilian et Antoine si besoin. Voilà, et bien écoutez, on vous remercie d'avoir assisté à ce décryptage et puis on vous souhaite un très bel après-midi. Merci, au revoir.